Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Bonnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va. Écoute, après le gros épisode de mardi dernier, allez écouter notre épisode sur Godzilla. On revient sur pas mal de la franchise, mais ouais, c'était bien cool. Et là, on revient à des petites news. Ça va être sympa. Oui, comme toutes les semaines, on va faire le petit récap de l'actu cinéma-série. Et donc, voilà, on commence par quoi ? On commence par mon thé, parce que là, le thé de cette semaine, il a un petit peu changé. Le running gag ne s'arrête pas. Ouais, là, je suis revenu à un truc verveine plus traditionnel, tu vois. Menthe verveine, tu vois. Ah, intéressant. Ouais, c'est plus doux. Enfin bref. Mais c'est meilleur pour la voix. C'est vrai, ceux qui ont des petits problèmes de voix, j'allais dire en cet hiver, mais bon, il fait un peu chaud là quand même en ce moment. Bah, on vient de passer le printemps là. Hein. Voilà. Ah, on vient de passer le printemps là ? Bah, c'est aujourd'hui. Ah ouais. Quand on enregistre, c'est le 20 ou le 21 en tout cas, c'est là. Je sais, c'est la fin du mois de mars. Les mois, ils sont délimités bizarrement, pour moi. Enfin bref. C'est vrai. C'est pas genre janvier, c'est genre fin décembre. Enfin bref, là je sais pas où on va. Oui, c'est vers le 20 ou le 21, je sais plus, mais oui. C'est ça. Et ben on va entrer dans les actualités. On va parler du Festival de Cannes qui arrive en 2024. On va voir la sélection très bientôt d'ailleurs, dans un mois, il me semble, ou quelque chose comme ça. Oui. Dans moins d'un mois même peut-être. Enfin bref, on en parlera quand ça sortira. Et Camille Cotin a été nommée maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture du coup. Camille Cotin, que voilà, un peu j'allais dire une humoriste, mais enfin elle est surtout connue pour de la comédie parce qu'elle avait fait Connasse, son personnage de Connasse. Voilà, ça, je n'insulte pas, c'est son personnage. Je crois que c'était pour Canal+ à l'époque. C'était ça, ouais. Ouais, elle faisait un personnage, elle était un peu insupportable en public, elle avait un truc c'était un peu en mode caméra cachée à la François Damien, je sais plus quoi, mais c'était un peu spécial, elle avait fait même un film, une série, tout ça. Et maintenant, elle est assez connue, même internationalement, elle était dans House of Gucci, Mystère à Venise, enfin voilà, elle avait fait plein de trucs. Et ouais, elle sera la maîtresse de cérémonie, ouais, pourquoi pas, moi je la trouve, pas drôle, je vais dire. Je la trouve sympa, ça va, je pense que ça peut bien passer. Maintenant, c'est vrai que c'est bizarre, Camille Cotin. Après, elle fait peut-être le lien avec l'international, tu vois, entre la France et l'international. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on la voit de plus en plus à Hollywood, donc ouais, c'est peut-être pour ça. Après, c'est la maîtresse de cérémonie, donc c'est juste que elle va présenter, mais c'est pas Oui, c'est pas le jury, oui. C'est pas le jury, quoi. Ouais. Donc dont on sait pas pour l'instant qui est le président du jury. Hein. Non, c'est Greta Gerwig qui est la présidente du jury, du coup. On en avait parlé. Okay. Parce qu'elle avait un gros succès avec Barbie et tout. Et ensuite, on va aller parler de Michael Mann. On en a parlé il y a quelques semaines. On a fait notre critique de Ferrari. Il a confirmé que Hit 2, qui était en production, en rumeur, en pré-production depuis un moment, ce serait son prochain film et qu'il est déjà assez avancé dans la pré-production. Donc, il doit chercher sur mon casting, etc. Et faut savoir que Michael Mann, il a déjà fait Hit 2, mais c'était un roman. En fait, il a fait la suite de Hit en roman. Et apparemment, elle avait bien marché. Donc, le film Hit n'a pas vraiment besoin de suite, mais on va dire qu'il y avait un personnage qui avait une fin un peu ouverte dans le film. Et en gros, je crois que ça explore ça dans le roman, dans la suite. Donc, je pense que ça va adapter ça. Bon, maintenant, il faut un nouveau casting, puisque Hit, ça a été fait en 94-95, c'était il y a 30 ans. Il y a certains acteurs de Hit 1, je pense pas qu'ils peuvent reprendre leur rôle. Là, ils sont peut-être un petit peu vieux. Voilà, je vais pas spoiler les films, mais voilà, il y a des personnages qui devraient normalement revenir. Là, je pense pas qu'ils puissent, donc là, il va chercher des acteurs plus jeunes. Il y a des gens qui pensaient à Adam Driver potentiellement, parce qu'il a été dans Ferrari. Oui. Il était en rumeur, je crois. Hein. Ouais. Oui, potentiellement, il serait en rumeur pour reprendre, et ouais, pourquoi pas. Hein. Bah ouais, carrément. Mais ouais, après si le livre il est bien, faire une suite, ouais. Après c'est Michael Mann aussi, il commence à être vieux, je crois qu'il a plus de 80 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Il a presque 80 ans, je crois. Mais... Ouais, voilà. Donc bon. Mais c'est possiblement son dernier, ouais.
Ouais, je pense qu'il se dit faut le faire maintenant, quoi. Donc il se met à fond dedans, je suppose. Ouais. Bah, ouais. Après moi, Hit, c'est quand même un des meilleurs films pour moi dans le genre. Donc bon, je sais pas s'il va réussir à réitérer l'exploit, mais ouais, je serai là. Je serai cited pour ce film-là, qui serait peut-être son dernier. Bah comme Coppola à la fin d'année, je serai là pour voir Megalopolis. Je serai là pour voir son film. Et puis bon, le dernier Michael Mann, pour moi, il était un peu moins bien, mais bon, moi j'aime bien ces derniers films genre Hacker ou Public Enemy, même j'aime quand même un peu. Donc à voir ce qui nous prépare. Ensuite, on passe sur les plateformes, notamment chez Apple TV+. On a appris que l'actrice Carolina Widra a été castée dans la nouvelle série de Vince Gilligan. Donc Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul. Donc c'est sa nouvelle série qui n'est pas du tout dans cet univers. Et elle joue un personnage qui s'appelle Anna, qui est une jeune femme optimiste, et elle rejoint Rhea Seehorn, donc qui jouait Kim Wexler dans Better Call Saul, donc qui est le personnage principal de la série. Ouais, je suis parti voir Carolina Widra, elle a fait des séries ou des trucs comme ça, elle joue des second rôles. Donc je pense que ça va être un de ses premiers grands rôles en série télé, je pense, puisque c'est une des premières dans le casting, donc je pense qu'elle a été castée, voilà, pour jouer un rôle assez important. Donc ouais, va falloir voir. Hein. Nouveau départ pour Vince Gilligan avec une nouvelle jeune, je sais pas si elle est jeune, mais en tout cas une nouvelle actrice qui est pas trop. En tout cas, moi, j'ai jamais vraiment vu. À voir. Pareil, ouais, je connais pas. Mais moi, je suis surtout content d'avoir des nouvelles de ce projet, de voir qu'il avance, quoi, parce qu'on sait depuis un moment qu'il doit faire une série avec Rhea Seehorn, mais c'est une série de science-fiction, il me semble que ça avait été annoncé. Déjà, ça fait différent de ce qu'il fait habituellement. Et Better Call Saul et Breaking Bad, c'est incroyable, quoi. C'est une super série, donc très hâte de voir ce qu'il nous cuisine, l'ami Vince. Après, ça va, ça fait pas trop longtemps que Better Call Saul c'est fini, quoi. Pour le coup, ouais, ça va. Ça fait 1 an, 2 ans peut-être. 2 ans. 1 an et demi peut-être. Ça fait peut-être 2 ans parce que les Emmy ils avaient été retardés, tu sais, ils avaient été repoussés de. Ouais. Les Emmy Awards avaient été repoussés de septembre à janvier. Oui, c'est à peut-être cause des 2 grèves. ans, oui. Donc oui, ça doit être 2 ans, je crois. Ensuite, chez Netflix, alors on a eu des news de la série Dead Boy Detective. Alors, c'est une série qui est dans l'univers de Sandman. Donc, Sandman, la série Netflix, qui a pas mal fonctionné. Hein, c'était quand ? C'était il y a 2 ans, je crois que c'était en 2022. Et moi, j'avais plutôt aimé la série, j'avais trouvé plutôt cool. Et donc, voilà, il y a une série spin-off qui arrive qui s'appelle Dead Boy Detective. Et donc, c'est aussi des personnages créés par Neil Gaiman, comme Sandman. Et ça sort le 25 avril, donc ça sort très bientôt, en fait. Ouais. Toi, t'es hypé. Toi, t'as vu Sandman ? Parce que moi, j'ai pas du tout vu. J'aime beaucoup Sandman, mais en fait, c'est une série spin-off, mais ces personnages, je ne les connais pas. Donc, c'est juste que c'est dans le même univers, tu vois. Mais les personnages qu'il y a dans le trailer et tout, j'ai du mal à voir le lien en vrai, vraiment. Après, ce qui me fait peur, j'ai pas vu Sandman, mais Sandman avait plutôt des bons retours, là, pour une série Netflix et tout. Et j'ai peur qu'il soit se frotter les mains Netflix, là, il se dit, il y a un petit filon à exploiter et c'est parti, tu vois. Non, parce qu'en fait, la série, ça devait être. En fait, il y a toute une histoire, ça devait pas être sur Netflix à la base. En fait, c'est une série qu'ils ont récupérée. Okay. Je sais plus exactement où c'était, mais. Elle était prévue avant qu'elle sorte, la série Sandman. Elle était prévue bien avant qu'elle sorte. Elle devait être prévue, je crois, sur Max. Sur le coup. Ah, mais peut-être ils l'ont récupéré parce qu'ils se sont dit, vu que Sandman ça marche bien, on va essayer de connecter. C'est ça. Mais c'est pas du tout les mêmes personnes derrière, hein, du coup. Non, c'est pas les mêmes choses. Ok, bon, ce sera pas du tout la même ambiance, ça se trouve. Il y a déjà eu un trailer et non, c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, voilà. C'est un peu plus rigolo, il y a plus d'humour et tout. Alors que Sandman c'est très sérieux, très gothique et tout. Ensuite, on passe du côté de Paramount et on a appris que Paramount Plus a acheté les droits de la série Zorro avec Jean Dujardin qui joue dans Diego de la Vega. Ouais, alors qu'on a déjà eu une série Zorro là qui est sortie. Ouais, une espagnole. Une espagnole, ouais, qui est sortie sur Amazon Prime, je crois, ou un truc comme ça, qui avait pas l'air fou. Et là, on a ça, mais c'est extrêmement étrange parce que ce projet, il a été révélé hyper tard là. Ouais, d'un coup, Jean Dujardin et tout. Ouais, moi ça me tente pas trop. Enfin, j'ai vu l'image là qui tourne, mais. Enfin, je sais pas, moi les films Zorro, je les aime bien, mais en série, comme ça. Enfin, après, il va falloir voir les trailers et tout, mais il est tellement annoncé en mode OSEF que je sais même pas quel genre de série ça va être balancé, quoi.
Ouais, mais c'est une série produite par France TV, mais ce sera aussi voilà, dispo sur Paramount Plus en tout cas. Ouais, enfin moi j'ai regardé un peu, j'avais des VHS de Zorro, du Zorro de Disney, la vieille série en noir et blanc que j'aimais pas quand j'étais petit, voilà. En vrai je sais pas trop quoi en penser de ce Zorro là, Jean Dujardin, je sais pas, mais bon, faut voir. Le Zorro espagnol moi me chauffait un peu, mais je l'ai pas regardé du tout. Celui-là je sais pas. Ensuite, on a des nouvelles d'une série qui arrive, qui est la série Among Us, du jeu Among Us que toute la terre entière connaît, je crois, à un moment. Le petit jeu là, cross-platform où il y avait des tueurs et voilà, il fallait deviner qui était le tueur parmi tout le monde. Et on a des annonces de casting. Alors on a le Randall Park qu'on avait vu dans Aquaman 2 récemment. Oui. Je sais plus où je l'ai vu d'autres, mais c'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc ouais, WandaVision, voilà, je savais que je l'avais vu quelque part. Elijah Wood, voilà, qui est notre ami, notre Hobbit préféré, voilà. Enfin, notre deuxième Hobbit préféré, parce qu'il y a quand même Sam devant, mais voilà, c'est Frodon Sake de Seigneur des Anneaux. Yvette Nicole Brown, qui a joué dans des séries humoristiques comme Community, par exemple. Et Ashley Johnson, alors Ashley Johnson, on la connaît, mais pas devant l'écran, puisque c'est la doubleuse de Ellie dans The Last of Us, en anglais, et de plein d'autres trucs. Elle fait aussi sur Ellie, elle fait la motion capture aussi. La motion capture, oui, enfin voilà, elle est vraiment derrière le personnage. Elle était dans la série de Last of Us, elle jouait la mère, on la voyait vite fait dans le dernier. C'est ça, on la voyait juste vite fait. Mais ouais, Ashley Johnson, elle est très connue dans le milieu du doublage, de jeux vidéo, tout ça américain. Ouais, aussi du jeu de rôle, parce qu'elle est dans le truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle fait du jeu de rôle en live, quoi. Avec Critical Role, voilà. C'est ça, et du coup, elle a été castée, et donc ouais, on a un petit joli casting. Donc voilà, ils vont faire la série d'animation. On sait pas encore où va terminer la série, donc sûrement Paramount Plus, puisque c'est Paramount, enfin c'est CBS Studio qui est détenu par Paramount, mais bon, ça peut être acheté par plusieurs studios. Est-ce que toi, ça te hype un peu, Ista, Among Us en truc d'animation? C'est dur à dire parce qu'en fait, c'est Among Us, il n'y a pas d'histoire. Tu vois, au final, c'est comme Five Nights at Freddy's ou ce genre de truc. C'est pas des jeux, c'est des jeux à concept, quoi. Mais j'attends de voir. Écoute. Après, ils vont créer toute une histoire, je pense. Ouais, tout à l'heure autour et tout, ouais, je pense. Ouais. Après, tu vois, je peux penser par exemple à Cuphead, ce qui paraît la série, je l'ai pas vue, mais elle est bien. Il y en a beaucoup qui m'en ont dit. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Mais après Cuphead, déjà, il y avait un style graphique dans le jeu déjà qui était déjà un peu ambitieux, et en série forcément ça donnait un truc super bien. Maintenant Among Us, va falloir ce qu'ils font avec, quoi, parce que bon, c'est vrai. Je sais pas, après ça va peut-être être des petits épisodes, tu vois, c'est un truc pas très long, mais ouais, j'espère que ça va pas être juste un cash grab, quoi. Ouais, je sais pas, faut voir. Mais là, ça, c'est les premiers noms du cast. Hein. Il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Oui. Il y a toutes les couleurs là du jeu qui peuvent être. Ouais. Après, ils peuvent faire un Whodunit, en vrai. Ils font un Whodunit. Oui, peut-être ça pourrait être ça. Je pense que ça va être ça, en vrai. Je pense que ça va être ça. Il va y avoir des gens qui vont mourir chaque épisode. Il faut essayer de savoir qui c'est. Mais il y a quand même des gros noms, donc je pense pas que ce sera une petite série, quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est étonnant, tu vois, quand on a entendu la série d'animation. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des Randall Park ou des Elijah Wood au casting, quoi. Donc, bon. Ouais, mais c'est pas, tu vois, Randall Park et Elijah Wood, c'est pas non plus des gens hyper bankable, tu vois, qui vont payer très cher, tu vois. Après, ça doit être peut-être, voilà, Elijah Wood, il a peut-être un côté un peu geek aussi, complètement. voilà, qu'il aime bien les jeux vidéo, donc voilà, ça lui fait plaisir, mais bon, c'est pas des gens qui ont dû payer très très cher non plus. Non, c'est vrai, c'est assez souvent Randall Park, c'est un second rôle, hein, c'est jamais une tête d'affiche. Mais quand même, il a quand même une petite réputation, quoi. C'est pas, tu sais, c'est quand même un acteur, tu vois. C'est un mec, on a un visage dessus, c'est pas juste un doubleur, quoi. Après, aux États-Unis, de toute façon, les séries d'animation, films d'animation se vendent aussi un peu sur leur casting vocal, parce que tu sais, il y a moins de doubleurs comme chez nous, tu sais, ils prennent des stars ou des acteurs, voilà, ils prennent pas des comédiens de doublage, ils prennent des acteurs pour faire les voix, quoi, en général. C'est vrai. Moi, je suis curieux, mais ouais, voir l'animation, si c'est des petits, si c'est des petits bonhommes qui bougent, c'est un peu compliqué à s'imaginer à quoi ça va ressembler, quoi. Et on va voyager vers Universal Pictures et parler de leur studio d'animation DreamWorks. DreamWorks, en ce moment, ils font des cuts au niveau du staff, donc ils virent des gens, malheureusement. J'ai l'impression que c'est la routine depuis 1 an dans les studios. Et il y a
il y a des sources qui disent que dans des départements dits créatifs, donc il pourrait y avoir des cuts de 40 à 50% du staff, donc presque la moitié des créatifs dans certains départements. Donc c'est vraiment des gros licenciements. Bon, on savait que c'était un peu la crise chez DreamWorks ces dernières années, tu vois. Mais là, quand même, c'est quand même hyper gros. Là, récemment, on avait appris que le Kung Fu Panda qui vient de sortir, il coûte 2 fois moins cher que le dernier Kung Fu Panda 3, je crois. Donc là, je crois qu'il y a vachement je pense qu'ils ont des graves problèmes budgétaires, quoi, chez DreamWorks, et malheureusement, ça se répertorie sur le staff, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est honteux. Moi, j'ai envie de dire c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, oui, effectivement. Mais non, mais parce que Kung Fu Panda, il est en train de cartonner. Hein. Il pourrait monter à 600 millions au box-office. Donc, c'est un énorme carton, là. Et on va virer des gens alors que les films fonctionnent, quoi. Donc, bon. Après, peut-être que Ruby Lado Kraken, elle leur a fait du mal, je sais pas. Bah oui, mais même ces dernières années, je crois qu'ils sont pas bien. Je crois que le Chapeauté 2 avait bien marché. Ouais, mais il a démarré mal, mais il a bien marché sur le long terme. Oui, sur le long terme, bien marché, mais je crois que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de succès, de gros succès, je crois, DreamWorks. Ouais, je crois que ça va. Enfin, après, on avait des rapports qui disaient que ça allait pas bien financièrement, quoi. Donc, bon. Mais ouais, c'est vrai que t'es la moitié des créatifs, enfin bon, c'est sur eux que ça retombe, de toute façon. C'est clair. Mais il se passe la même chose chez Pixar il y a quelques mois. Oui, mais puis je sais pas combien de studios de jeux vidéo ces dernières années, donc en ce moment c'est compliqué. Alors ensuite chez Universal Pictures, on a appris que donc le fameux film Jurassic World, donc qui s'appellerait peut-être Jurassic City, qui va être réalisé par Gareth Edwards, aurait un lead féminin et ce serait Scarlett Johansson, donc qui aurait le rôle principal. Hein, Non, on lui a offert le rôle, ça pas encore. Ah oui, on lui a offert le rôle, effectivement. Ça veut pas dire qu'elle a accepté, mais effectivement c'est un peu ce que c'est Jeff Snyder qui l'a balancé. Oui, c'est vrai. Le fameux scooper Jeff Snyder. Ouais, bah écoute, ça fait bizarre parce que Scarlett Johansson, en fait, je l'ai tellement associé à des trucs genre d'autres films d'action et tout ça pendant longtemps, et après elle a changé, tu sais. Ouais. Après Marvel, elle a commencé à faire, elle a fait le film avec Taika Waititi, elle avait fait le film de Noah Baumbach, Marriage Story, elle avait été nominée pour les Oscars, elle était un peu passée un peu à autre chose, mais c'est vrai qu'on la voyait plus trop. Non, il y a eu Black Widow, mais après... Oui, mais en dehors de Marvel, je me souviens pas... Ouais, non. Hein. Qu'elle ait fait un truc. Après, là, elle a quand même une grosse popularité maintenant, Scarlett Johansson, quand même. Donc, ouais, elle peut porter le lead, mais moi, je veux pas la voir là-dedans. Moi, je veux qu'on continue à faire des projets ah oui, je vois. comme Marriage Story, assez intéressant. Mais bon. Et toi, t'en penses quoi? Bah moi, je trouve que c'est quand même intéressant que si c'est un lead féminin pour un film Jurassic, c'est jamais arrivé, en fait. Donc, ça peut peut-être donner une dynamique un peu différente, quoi. Donc pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, le casting Gareth Edwards, Scarlett Johansson, il me chauffe pas mal. Après, le problème, c'est plutôt la durée, quoi. Où Universal est vraiment en mode, il faut le faire tout de suite, il faut le sortir direct. Au lieu de prendre leur temps, ils sont vraiment en mode, faut rusher, quoi. Donc ça fait un peu peur. C'est surtout ça. Et puis bon, les derniers films Jurassic World étaient pas terribles, quoi. Donc toute la saga Jurassic World n'était pas terrible. Donc bon, mais vu que ça fait le milliard, je comprends qu'ils continuent. Hein. Bon, on en avait déjà parlé quand ils ont annoncé ça. Mais moi, Gareth Edwards, il y aura des gros monstres bien faits, il y aura du gigantisme, donc ça sera cool quand même, je pense, pour les gros dinos. Après, Scarlett, écoute, à voir si elle veut y aller, pourquoi pas, moi ça me dérange pas qu'elle y aille. Ouais, moi je sens la catastrophe arriver pour ce film. Donc bon, et vu les conditions dans lesquelles c'est fait, effectivement, ça fait peur. Après, elle avait fait Story City aussi cette année. Peut-être après qu'elle veut avoir, tu sais, une franchise à côté, vu que son personnage est décédé dans Black Widow, enfin dans les derniers Marvel, et du coup il apparaît plus dans les derniers Marvel. Elle veut, tu sais, avoir à côté une grosse franchise à pouvoir avoir de l'argent et pour être bankable, et à côté faire d'autres projets peut-être aussi plus confidentiels, quoi. Là où je suis pas sûr à 100%. Après, les productrices maintenant. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on sait qu'elle est productrice. En tout cas, elle est en train de produire quelque chose chez Marvel, mais on sait pas ce que c'est. Donc, elle est toujours. Oui, et même maintenant, elle est devenue. Enfin, elle a une société de production, je crois, et il y a pas mal de projets dans lesquels elle est productrice maintenant. Mais bon, je pense qu'elle va forcément, au bout d'un moment, devoir être attractif en tant qu'actrice aussi. Et donc voilà, je pense que voilà. En tout cas, moi, je pense que s'ils sortent Scarlett Johansson dans un film Jurassic Park, ça peut cartonner. Hein, parce que, ouais. Après, chaque Jurassic cartonne, malheureusement. Donc... Oui, en plus, c'est vrai. Tu peux mettre des inconnus, ça cartonne quand même. Ensuite, on a le film live action Popeye, qui est en production.
donc oui, il y avait un film Popeye dans les années 80 avec Robin Williams, et là il y a un nouveau film en préparation avec Michael Kaleo pour l'écrire. Toi, tu regardais Popeye, toi, quand t'étais petit? Bah ouais, un peu. J'ai vu des... Je crois que c'est des VHS ou des trucs comme ça. Je suis pas sûr de l'avoir vu à la télé vraiment, mais ouais, j'ai vu quelques épisodes de Popeye. Mais je me rappelle juste du mec qui mange ses épinards et qui devient super puissant et qui bute le méchant avec la grosse barbe, quoi. Et qu'il y avait comment elle s'appelait? Il y avait la femme là, qui est toute fine, je sais plus comment elle s'appelle. Mais... Oui, je vois très bien, oui. Et voilà, je me souviens juste de ça en fait. Franchement, c'est pas. Enfin, moi, c'était pas le dessin animé que je préférais, mais après, ils peuvent faire un truc drôle dessus. Malheureusement, bon, le scénariste là, Michael Kaleo, il a pas scénarisé des chefs-d'œuvre. J'ai vu, il a scénarisé Malavita. C'est le film. Le Luc Besson. Enfin, ouais, c'est des sociétés de EuropaCorp et tout. Ça, franchement, c'est pas fou, quoi. Ouais, ok. Enfin, moi, j'aurais plus fait un film d'animation avec Popeye qu'un film live action. Moi, je trouve que c'est casse-gueule, quoi, live action. Parce que le mec, il a des énormes avant-bras, quoi. Et des petits bras tout fins. Ouais, bon, après, je pense que ça va être en mode réaliste ou pas d'ailleurs. Si c'est pas un truc réaliste, en fait, faites pas forcément un truc réaliste avec Popeye, quoi. Là, ça me donne pas envie. Mais bon, peut-être. Mais je crois qu'il y a eu des projets Oui, il y a eu des projets de Popeye qui ont été annulés, notamment, mais c'était des projets d'animation, notamment celui qui a fait Clone Wars, la première série, Primal. Ah, Tartakovsky. Oui, c'est ça. Genndy Tartakovsky. Voilà, il avait un projet Popeye qui a capoté. En fait, il y a eu plusieurs projets Popeye, il me semble, pendant plusieurs années. Et donc là, il y aurait un truc qui arriverait enfin, quoi. Putain, le downgrade. Ça, c'est de Tartakovsky, ça? Bon, ok, d'accord. Ouais, c'est compliqué, quoi. J'aurais préféré Tartakovsky. On continue chez Universal Pictures. On a appris qu'il y avait un nouveau film, The Never Ending Story, donc l'histoire sans fin, qui serait en production. Il y en avait eu combien des histoires? Il y en a eu 2, je crois. 3. Il y en a eu 3. Oh putain, j'ai pas vu. J'ai pas tous vu. Les 3, il y a Jack Black dedans. Ok, bah écoute, moi j'aimais bien l'histoire sans fin, j'étais petit. Voilà. Il y a un dragon chien, voilà, c'est gagné. Ouais, bah il faut le refaire maintenant. Je crois pas qu'il est si vieilli que ça, hein, le film de base. Hein. Bah après c'est les années 80 quand même. Donc... Oui, c'est les années 80, mais je trouve que les VFX, le travail ils sont super, et tout, ils sont vraiment incroyables. Donc bon, je sais pas comment ils vont refaire ça. J'espère qu'ils vont pas faire ça de manière dégueulasse en CGI, tu vois. En fait, il faudrait un mélange CGI et practical. Ouais, bah ouais, ce qui marche premier, quoi. Mais bon. Ça fait peur en fait parce que bon, on est toujours dans cette mouvance, même si peut-être que ça change un peu, mais tu sais, les années 80, voilà, toutes les franchises des années 80 reviennent. Ouais, on en est un peu sorti, je dirais, mais ouais. Bah, au bout d'un moment, ils ont plus de licence, quoi. Oui, parce que Robocop, Total Recall, tout ça, on les a déjà passés, quoi. On a tout pompé, je crois, au bout d'un moment, mais donc là, du coup, ils ressortent tous ceux qui n'ont pas été faits. Ouais, moi, j'aime bien l'histoire sans fin, je trouve que ça n'a pas vraiment besoin. Bah, après, faut voir les visuels, qui va le réaliser, évidemment, ça va être très important. Mais bon, ouais. Pourquoi pas, mais pourquoi voilà, les deux. Pourquoi pas, mais pourquoi faire? Pourquoi pas, mais pourquoi faire, ouais. C'est vrai, c'est un peu ça, quoi. Moi, je regardais la série d'animation aussi, Renalgie à l'époque. Ouais. Donc, ouais. Je connais un peu le lore, voilà. Mais en plus, je crois qu'ils veulent, là, le remake, ils veulent faire une série, de films, hein. Je crois, hein, c'est pas clair, il me semble. Donc là, ils veulent faire une franchise, l'histoire sans fin. Enfin, bref. Bah, après, c'est bien pour enfin, s'ils veulent faire ils essayent de faire de la fantasy, ouais, pourquoi pas. Il y a plein de bestioles et tout, il y a des bonhommes cailloux, il y a des dragons chiens. Ensuite, on passe chez Warner. Et on a appris, alors, que la société de Ryan Johnson, donc qui s'appelle T-Street, ont signé un deal avec Warner Bros. Pour faire 2 films, donc, mais pas forcément réalisés par Ryan Johnson, mais en tout cas, qui sont faits avec sa boîte, quoi, sa boîte de production. Ouais, bah écoute, on n'aura pas la trilogie Star Wars qui va faire. Ouais, bah je sais pas, parce que là il finit Knives Out, sa trilogie, là, le 3e qui va être pour Netflix encore, du coup. Et du coup, il va peut-être partir, chez Warner Bros. Il a peut-être sécurisé 2 prochains gros films avec eux aussi. Bon, je pense, est-ce qu'il va faire les 2, je sais pas. En tout cas, il commence vraiment. Je crois qu'il avait produit pas mal. Il a commencé pas mal à être un producteur aussi, Ryan Johnson, il me semble. Oui, ça va. Oui, bah de toute façon, il a sa société de prod, donc oui. Mais moi, j'ai une question. S'il va chez Warner, ça veut dire qu'il peut faire un film d'ici. Ouais. Possiblement. Ouais, bah oui, peut-être qu'il va rencontrer
James Gunn, peut-être qu'ils vont en parler, peut-être que voilà, mais après je pense pas que les 2 films dont ils parlent dans le deal ce soit dans le DCU, après bon, qui sait, mais ouais, faut voir. Moi j'aimerais bien le voir sur un projet un peu perso, Ryan Johnson dessus. Je suis en train de penser à un perso, mais je sais pas lequel il pourrait faire. Bah moi je pensais à The Christian, la question, qui est un détective, oui. tu vois. Oui, Comme il fait que des trucs de détective là dernièrement. Enfin il aime beaucoup ça, donc je me disais peut-être ça, tu vois. Et pourquoi pas Green Lantern? Bah après il y a déjà un projet Lanterne qui arrive et ça, oui, mais possiblement il pourrait faire un film après dessus. Enfin bref, je ouais. Ou un Constantine. Allez. Ah oui, Constantine, ouais. Un Zatanna, voilà. C'est le mec à chaque fois. Je sais pas, j'invente des trucs, mais oui, effectivement, ça pourrait être cool. Mais d'ailleurs, en parlant de James Gunn, on a des news sur son Superman, Ista. Ouais, bah il a répondu comme d'habitude sur Thread à plein de monde et on a appris une info, c'est que son Superman sera filmé entièrement en IMAX. Ouais, bah après c'est dans la continuité de ce qui se fait dernièrement. L'IMAX c'est vraiment pas mal utilisé, utilisé de plus en plus. Bon, merci Nolan d'avoir popularisé ça aux États-Unis. Mais ouais, là il va faire tout en IMAX, donc je pense que ça peut en envoyer dans la tête. Hein. Et je pense qu'il se prépare à réserver toutes les salles IMAX à ce moment-là. Et donc les films autour vont peut-être pas avoir beaucoup de salles IMAX. Coucou les 4 Fantastiques. Peut-être que là il se prépare à... Ouais, mais les Fantastiques arrivent 3 semaines après, je crois. Ouais, non, mais ok, ouais, bon, ça va. Mais après, je dis ça, Oppenheimer, les a réservés pendant longtemps, Nolan. Pendant très longtemps, les salles IMAX. Mais ouais, du coup, ça va peut-être envoyer visuellement. Et ouais, moi, j'attends ça aussi de Superman, de James Gunn. Ça peut être un gros spectacle aussi à ce niveau-là. Hein. Ouais, de fou. Mais c'est vrai que l'IMAX, là, c'est de plus en plus... ça se démocratise de plus en plus. Mais là, on a appris que sur Kong X Godzilla, il n'est pas entièrement en IMAX. Je crois qu'il y a 49% du film, un truc comme ça. Donc ils sont pas tous tournés entièrement en IMAX. Par contre, je crois que Dune 2 était entièrement en IMAX, il me semble. Je crois, ouais. En tout cas, il en avait parlé, mais je crois que ouais. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais ouais, de toute façon, ça se fait de plus en plus. Hein. Le dernier film de Nolan, de toute façon, il shootait entièrement en IMAX. Ça se fait de plus en plus chez Warner. Hein. Comme c'est pour ça que je parlais de Kong X Godzilla, c'est un film Warner. Donc ouais, clairement, j'ai l'impression que tous les gros blockbusters de Warner vont passer par là grâce à Nolan. Enfin, les producteurs ont vu l'argent qu'ils pouvaient se faire. Hein. Derrière aussi, faut pas négliger ça. Ensuite, on va parler de Andy et Barbara Muschietti, qui se sont associés à Skydance pour lancer un label qui s'appelle Nocturna. Et c'est leur nouveau label de développement, il me semble. C'est ça, parce qu'eux, ils ont une société de production, et du coup, ils vont faire des films d'horreur, je crois, ou des trucs comme ça, sous cette bannière-là. Le duo doit également faire The Brave and the Bold pour DC, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de news depuis un an maintenant, je crois. Non, peut-être moins d'un an. Ouais, parce que quand ils l'ont annoncé sur le projet, c'était à la sortie de Flash. Ouais, du coup, on n'a pas de news depuis le temps, donc peut-être qu'il a été écarté du projet, ou peut-être, il s'est pas engagé. Moi, ce serait un bonheur qu'il soit pas dessus, parce que je pense qu'il y a des meilleurs réals pour faire un truc Batman. Je pense que Andy Muschietti, je pense pas qu'il est dénué de talent, mais juste, je verrais d'autres réalisateurs dessus, moi. Moi, c'est surtout vu moi, je suis étonné qu'il le garde, vu les retours sur The Flash, comment les gens se foutent de sa gueule, comment le film a été très mal... très mal... il a flopé, quoi. Il a très mal marché, il a pas fonctionné du tout, ce film-là. Donc, ouais, je suis étonné qu'il garde Andy Muschietti, alors qu'il a pas... il a pas vraiment fait ses preuves, quoi, je dirais, sur le super-héros, au final. Donc, ouais, j'aurais déjà pensé... Mais je pense aussi qu'ils vont peut-être le dégager... Mais peut-être ils vont dire un truc du genre il est trop chargé, il a trop de trucs d'affaires, on va prendre un autre réal, quoi. Ou il est trop chargé, planning trop chargé. Parce que là, le mec se lance pas. Après, c'est en tant que producteur, hein, peut-être il réalisera pas de film dans son société de prod, mais bon, voilà, on n'a toujours pas de news après un an dessus, enfin, même pas un petit truc du mec qui travaille dessus, casting, rien du tout. Pas de scénariste, rien, je crois. Donc bon, je pense que le poteau va être évincé, c'est pas plus mal. Mais là, on a une bonne nouvelle chez DC, c'est qu'un film Teen Titans en live action dans le DCU va être... je crois, c'est pas annoncé comme étant dans le DCU, mais... Si. Mais James Gunn l'a pas confirmé, parce que ça vient du Hollywood Reporter, et bon, lui, il a rien dit pour le moment. Il a rien dit pour le moment, mais on le sait, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. C'est fait. Oui, Hollywood Reporter, il te dit un truc, c'est juste. Hein.
Et ce serait la scénariste du film Supergirl Woman of Tomorrow, Anna Nogueira, qui devrait scénariser le film. Donc pas forcément le réaliser, mais au moins le scénariser. Et apparemment il a bien aimé ce qu'elle avait fait sur Supergirl Woman of Tomorrow, parce qu'il faut savoir qu'elle débarque un peu de nulle part, la dame, parce qu'elle elle était actrice, je crois, il me semble, avant. C'est ça, ouais. Et là, d'un coup, elle est venue avec un scénario, elle a séduit apparemment James Gunn, et là, elle va faire le scénario de Teen Titans. Donc Teen Titans, c'est une équipe de jeunes super-héros. C'est les jeunes, en fait, qui s'allient et qui font une équipe, et avec Robin, en général, à sa tête. Moi j'adorais les Teen Titans quand j'étais petit. Il y avait un dessin animé qui s'appelait Teen Titans qui était super drôle, moi j'aimais beaucoup les personnages. Et donc possiblement il y aurait des connexions avec The Brave and the Bold, puisque dans Brave and the Bold il y aura Robin, il y aura le fils de Batman, Damian Wayne, et potentiellement d'autres Robin, parce que oui c'est un bordel la Bat Family. Mais du coup un de ces Robin là devrait peut-être se retrouver dans Teen Titans. Moi je suis hypé. Après il va falloir voir qui le réalise, les castings, tout ça avec les jeunes. Alors ça va être un peu tricky, mais Teen Titans, moi je trouve ça un beau potentiel, hein. Franchement ça peut être un bon petit film, moi je pense. Ouais, moi je suis bien chaud aussi. Teen Titans c'est cool, mais par contre on parlait de Brave and the Bold, je pense que Brave and the Bold il faut le sortir avant Teen Titans, donc c'est aussi pour ça que je pense qu'ils vont peut-être changer de réal, parce qu'au bout d'un moment il va falloir que le projet de Brave and the Bold avance pour amener à Teen Titans. J'ai du mal à croire que Teen Titans sort avant Brave and the Bold, quoi. Non mais après je pense Teen Titans, le temps que le film soit fait, je pense que Brave and the Bold, peut-être ils sortiront la même année ou quoi, mais je pense que de toute façon ces deux films ils sortiront dans 3 ans, je pense, tu vois. Je pense pas qu'ils sortiront maintenant. Pour le coup, ni l'année prochaine ni l'année d'après, je pense. C'est assez saturé, il y a déjà pas mal de projets, mais dans le futur, je pense que ça peut le faire. De toute façon je pense qu'on aura des news peut-être à la Comic-Con, ou à voir aussi s'il fait un événement comme il avait fait en janvier de l'année 2023, où il fait une petite vidéo où il nous annonce des trucs, je sais pas, mais on verra. Mais oui, de toute façon on aura des infos tout au long des années qui arrivent, ça. Non mais c'est vrai qu'ils ont l'air très contents de Anna Nogueira, hein, la scénariste. Ça doit vraiment être bien son script, hein. On découvrira ça sûrement l'année prochaine pour son Supergirl, ou l'année d'après, enfin bref, on sait pas quand sortira. On va s'envoler vers les terres sombres. On s'envole chez Disney. Qu'est-ce qu'on a de nouveau chez Disney? On a des nouvelles de certaines séries sur Disney+, Sista. Oui, alors on a pas mal de nouvelles, notamment la série The Bear a été renouvelée pour une saison 4, et en fait on a appris même que la saison 3 et la saison 4, en fait ils sont en train de la filmer, donc back to back, c'est-à-dire en même temps, quoi. Les 2 saisons sont tournées en même temps, et il y a même une 5e saison qui n'a pas été greenlightée et qui est en discussion. Ouais, après The Bear ça cartonne, que ce soit renouvelé, encore une fois ça m'étonne pas avec tous les prix qu'ils ont raflés pendant la award season. Et après je crois que c'est une série qui est assez courte, et c'est dans des endroits assez clos. Ils ont fait 2 saisons d'un coup, je pense. Donc là ils vont être tranquilles pendant un moment, et il y a moyen que la série continue de cartonner dans tous les cas, quoi. Ouais, c'est grave, ça se produit assez vite, c'est vrai. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on aura une saison par an, quoi. Et ça, c'est chouette. Parce que là, les House of Dragon, tout ça, on attend à chaque fois 2 ans maintenant, les grosses séries comme ça. Et là, au moins, on a une série, on retrouve un peu nos personnages préférés tous les ans, c'est sympa. Mais ça m'étonne pas aussi qu'ils font autant, parce que il y a un gros buzz sur cette série. Et aussi autour des acteurs, notamment Jeremy Allen White et Ayo Edebiri. Surtout Ayo Edebiri sur les réseaux, c'est des photos d'elle pratiquement tous les jours, je crois. Mais il y a une grosse fanbase qui se fait autour d'elle. Et ça m'étonne pas qu'il continue. Puis vu tous les prix, les Emmy, ça a gagné toutes les cérémonies là, de séries. Ils ont à chaque fois gagné, donc c'est pas vraiment étonnant que ça continue. Ensuite, alors on a appris la date de la nouvelle série Doctor Who. Donc, alors c'est un genre de suite reboot. Hein, ça part ils appellent ça la saison 1. Donc elle commencera le 10 mai sur Disney+. Et en fait, il y a une petite polémique. Enfin, en tout cas, les Français et les Anglais ne sont pas contents. Parce que ils ont annoncé la date de diffusion des épisodes. Et en fait, il se trouve que c'est minuit en Angleterre et 1h du matin en France. Mais par contre, aux États-Unis, ils sont bien, c'est à 19h. Donc, en fait, il y a une volonté, clairement, d'aller chercher le public américain. Alors qu'on parle d'une série anglaise. Et donc, chez les fans, ça a un peu du mal à passer. Trahison pour les fans UK qui suivent la série depuis des années. C'est quand même leur série, tu vois. C'est vrai que c'est dommage.
Donc ouais, ça gueule un peu. Et par contre, on a une bonne nouvelle, c'est que Steven Moffat, pour rappel, c'est le showrunner de la saison 5 à la saison, je sais plus, 12, 13, 14. En tout cas, il a fait les 2 docteurs, Matt Smith et Peter Capaldi, donc c'est celui qui est resté le plus longtemps sur la série. Hein. Et showrunner aussi de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Et ben, il revient sur Doctor Who pour écrire un épisode de la fameuse nouvelle saison 1. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, c'est cool de le revoir. Il passe faire un petit coucou. Voilà, c'est ça exactement. Ensuite, alors on a appris que la série Macross, c'est un animé de mecha japonais. Eh bien, ils vont la sortir sur Disney+, ils vont sortir tout le contenu de Macross. Il me semble que c'est quelque chose comme 18 séries télé. C'est énorme. Mais ouais, il y a clairement une volonté chez Disney+, de mettre de plus en plus d'animés, j'ai l'impression. Après, peut-être ils font la méthode Netflix, hein. Ils ajoutent plein d'animés. Pour attirer Netflix un a mis de public. plus en plus d'animés et puis ça a bien marché hein, chez eux, ça a pris de plus en plus. Plus beaucoup de gens qui viennent faire des animés maintenant. Donc ouais. Mais moi j'en regarde un animé sur Disney Plus qui est très sympa d'ailleurs. Attends, je vais juste retrouver le nom 2 secondes. C'est Tengoku Daimakyo. Tengoku Daimakyo, qui est une histoire avec des monstres et c'est dans un monde post-apo et c'est sympa. J'ai pas envie d'en dire plus. Voilà. C'est la Rocodista. Ensuite, alors là, ça va être un gros morceau. On a enfin eu le trailer de The Acolyte, la série Star Wars. On a la date. Donc ça va commencer avec 2 épisodes. Le 4 juin aux États-Unis, nous c'est plutôt le 5 juin à 3h du matin, comme c'était pour la série Ahsoka. Donc on a un synopsis. Une enquête sur une vague de crimes choquants oppose un maître Jedi respecté à un dangereux guerrier de son passé. Au fur et à mesure que de nouveaux indices émergent, ils empruntent un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que tout n'est pas ce qu'il semble être. On a le nom des réalisateurs pour The Acolyte. Alors l'épisode 1 et 2, c'est Leslie Headland, qui est aussi la showrunneuse, il me semble, hein, qui fait toutes les interviews en ce moment, qui a travaillé sur Russian Doll, donc Les Poupées Russes, qui est une série de Netflix. Épisode 3 et 7, c'est Kogonada, qui a travaillé sur Pachinko et Columbus. Épisode 4 et 5, c'est Alex Garcia Lopez qui a travaillé sur The Punisher, The Witcher. Épisode 6 et 8, c'est Annel Culbeber qui a travaillé sur Westworld. Et la team de scénaristes pour la série, c'est Leslie Headland, qui est donc Les Poupées Russes, Charmaine Degradt qui a House of the Dragon, Ellen Shim qui a travaillé sur House of the Dragon, Claire Ketchel qui a travaillé sur Watchmen, Cora Dana sur Mr. Robot, Cameron Squire sur WandaVision, Jocelyn Bio sur Poupées Russes, Jason Mikalev sur Ether, voilà, et la showrunner, donc Leslie Headland, a dit qu'elle a pitché la série comme une série en plusieurs saisons et qu'il y a une saison 2 qui serait déjà prévue. Ouais, c'est une série à multi-saison, donc voilà, elle n'est pas prévue pour durer qu'une saison, donc voilà. Après, ouais, j'ai vu le trailer, ça s'éloigne enfin de la saga Skywalker pour une fois, le premier projet depuis je sais pas combien d'années, qui s'éloigne et qui s'entend avant l'épisode 1, je crois. Donc du coup, à voir après le trailer, il n'y a pas grand chose dans le trailer, on voit pas grand chose de toute façon. Ouais, c'est plutôt un teaser, hein, je dirais, ouais. Ouais, voilà, il n'y a pas de money shot ou de trucs comme ça, c'est assez, voilà, ils montent juste vite fait quelques images, je sais pas vraiment ce que ça va être. À la fin un peu, je dirais, avec tous les sabres laser qui s'allument là, il y en a 7-8. Ouais, mais enfin c'est tellement rapide, on voit même pas vraiment le plan, il est un peu caché quoi, donc bon, ouais je sais pas, c'est le projet potentiellement m'attire parce que pour une fois que Star Wars va autre part, mais après le trailer, en fait je sais même pas ce qu'il y a quoi, je j'ai même pas compris quoi que ce soit, j'ai vu juste Carrie-Anne Moss qui fait du kung-fu. Oui. Donc voilà, mais ouais, pourquoi pas. Moi le projet, l'idée me séduit. Maintenant après, il va falloir voir les premiers épisodes et tout, s'ils sont bien ou pas. Ouais, pareil, moi je suis très chaud, hein, mais pareil, le teaser, j'ai pas une hype de fou, il m'a pas hypé de ouf parce que, comme tu dis, on voit pas grand chose, quoi. Mais je suis quand même très chaud parce que le projet, les noms qui sont dessus, de scénaristes, des réalisateurs, le projet en lui-même, la période où ça se passe, etc. Et puis t'as vu, ils disent qu'ils utiliseront pas le volume dans cette série-là. Ce qui me rappelle Andorre aussi, où ils disaient tout le temps, ouais, on est en décor réel et tout. D'ailleurs, c'est marrant hein, que le volume, maintenant, c'est devenu... Avant, c'était un argument pour dire, ouais, regardez, on utilise le volume et tout. Et maintenant, c'est, ouais, vous regardez, on n'utilise pas le volume. Et ça, c'est trop bien. Mais, ouais. Oui, parce que là, il y a un peu un délire de retour au réel, au practical, dans les trucs, ou dans les trucs comme ça. Il y a un peu ce retour à ça maintenant que les studios ils mettent en avant, moins de CGI, plus de vrai. Après le volume, ça n'a jamais été un problème, hein, c'est juste comment tu l'utilises. Dans les films, ça marche très bien, dans les films, ça marche, voilà. Après, tu remarques qu'il y a quand même pas grand monde qui arrive bien à l'utiliser. Hein.
Bah oui, après, comme toutes les technologies à Hollywood. Mais j'adore parce que on est un peu... Enfin, maintenant, j'étais de mauvaise foi. Et j'ai dit, tu sais, dans Dune 2, j'avais dit que dans le final, il utilise le volume et tout. Et en fait, non. Apparemment, ils ont pas du tout utilisé le volume et tout. Mais tu sais, on est matrixé par ce truc-là. Et on est... Ouais, là, ça utilise du volume, là. Et tout. Alors que non, pas du tout, là pour le coup. Ouais. Donc, je me suis fait avoir. Et donc, tu vois, comme quoi, des fois, même quand ils utilisent pas de volume, on croit qu'ils utilisent volume, et inversement, des fois, comme The Fablesman, ils avaient utilisé volume. À aucun moment, j'ai vu qu'ils utilisaient volume, donc voilà. Comme quoi, des fois, ça marche. C'est plus l'utilisation du volume, c'est plus son utilisation, voilà, qui est questionnée, voilà, plutôt que le fait qu'il existe. Oui, clairement. Et pour revenir à The Acolyte, le fait que il a pitché une série en multi-saison, enfin plusieurs saisons, ça me rappelle un peu Marvel, qu'ils ont dit qu'ils faisaient maintenant. Ça va être beaucoup moins de séries limitées et beaucoup plus de séries sur plusieurs saisons. Et je me demande si Star Wars ils vont pas faire un peu pareil, quoi. Ils vont arrêter les Boba Fett, tout ce genre de trucs. C'est la nouvelle stratégie Disney au global, de toute façon, Marvel, Star Wars, tout ça. Faire des trucs un peu plus ambitieux, plusieurs saisons. Bah moi ça me plaît. Moi j'aime bien ça. Ouais. On verra ce que ça donne. Direction juin. Ouais, juin, 8 épisodes à partir du 4 juin. Enfin, 5 juin pour nous. Voilà. Ensuite, on reste chez Star Wars, mais par contre, ça c'est un plot twist de chez Plot Twist, puisqu'en fait, Patty Jenkins, elle a signé un nouveau deal avec Lucasfilm et elle retourne en tant que scénariste et réalisatrice du film Star Wars Rogue Squadron. Alors, faut savoir que ce film, il avait été annoncé à l'époque avec Patty Jenkins, il avait été cancel et là il revient. Donc il n'est pas mort. C'est très spécial parce que le film apparemment il était cancel parce que elle devait aller faire Wonder Woman 3. Spoiler, Wonder Woman 3 se fera jamais. Enfin, pas avec elle. Et du coup elle retourne là-bas, donc replot twist sur Star Wars. Moi Patty Jenkins, je suis pas convaincu de son prochain film. Voilà, moi Wonder Woman, je trouvais ça sympathique. Mais sans plus, et Wonder Woman 2, voilà. On va pas en parler. Donc faut voir ce qui est fait sur Star Wars. Après, il y a un Star Wars Rogue Squadron. Visuellement, ça peut être fou, mais est-ce qu'elle a un truc visuel qui va faire que ça va être bien? Je suis pas sûr, moi. Écoute, moi j'ai lu des trucs comme quoi en fait ce serait elle dirait un peu n'importe quoi. Mais, ah ouais. En fait, elle a signé avant la grève. Elle aurait signé avant la grève en tout cas. Mais on se demande si c'est pas elle qui fait un peu du forcing comme Gal Gadot, tu sais, quand elle disait ouais je reviens dans le DCU et tout. C'était pas vrai. Parce que en fait j'ai vu certains médias qui disaient non mais en fait rien n'a changé. En fait, le projet est suspendu, n'a jamais vraiment été annulé, mais en fait, non, il ne faut pas forcément le faire, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Elle dit qu'elle leur doit un scénario, en gros, à Lucas, quoi. Mais déjà, il faut qu'elle le livre, et puis est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Je ne suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Parce que là, ils ont déjà des plans. C'est ça. Prévu des trucs, donc à voir. Mais je pensais que c'était confirmé, mais ok, c'est elle qui dit ça après. Bon. C'est elle qui dit ça dans une interview, ouais. Donc pourquoi elle mentirait comme ça pour faire ce forcing? Je pense pas que c'est une bonne strat, hein, mais bon. Écoute, on aura des infos. De toute façon, si c'est confirmé par Disney, on le saura assez vite. Après, Disney aime bien faire genre prendre un projet et le transformer en autre chose. Parce qu'en fait, les séries, tous les trucs Star Wars qu'ils avaient annoncés, ça finit quand même par arriver. Mais des fois, c'est transformé en autre chose ou c'est transformé en série. Oui, mais ça, je crois qu'ils vont arrêter. Enfin, ils ont techniquement dit que cette stratégie-là, ces trucs-là, c'était fini. Donc, à voir. Ouais, mais j'ai l'impression que quand ils annoncent un truc, ils veulent quand même le sortir. Donc, je sais pas. Chez Disney, en tout cas, j'ai l'impression. Ok, après, le Rogue Squadron, il n'y a jamais rien eu dessus. Ça n'a jamais été remis. Donc, bon. On verra bien. Il y a Mando, il y a Film de Rey, là, les trucs qu'on parle qu'on parle dans beaucoup de podcasts. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Moi, j'ai du mal à me dire où tu places Rogue Squadron là-dedans, quoi. Après, ça sortira peut-être après tout ça. De toute façon, le temps que les autres ils sont bien partis en production, tout ça, qui arrive assez vite. Je pense que si ça se fait, ce sera après les 3 qui arrivent. Ouais, moi, je suis sûr qu'il y aura d'autres choses, que ce soit pas Rogue Squadron. Mais on verra, écoute. Mais je le sens pas, moi. Je sens qu'il va jamais arriver, celui-là. Ensuite, on passe chez Marvel. Alors, Brad Winderbaum, qui est un peu le Kevin Feige de la télé pour les séries télé de Marvel, il a confirmé que la saison 3 de X-Men 97 est en développement.
Il a aussi teasé qu'il y avait des caméos d'autres personnages Marvel dans la série X-Men 97. Ce qui, pour moi, il a un peu ouvert la boîte de Pandore là. Comment ça? Bah, il dit qu'il pourrait avoir des caméos de d'autres personnages Marvel. Ah oui, pour faire d'autres séries Marvel C'est ça. d'animation là-dessus, ok. Oui, parce que potentiellement, si le show marche bien, il pourrait peut-être faire revenir la série Spider-Man des années 90 que les gens aimaient beaucoup, et après potentiellement faire un univers d'animation autour d'X-Men, Spider-Man, tous ces trucs-là. Donc Et qu'ils avaient déjà un peu commencé à faire dans les années 90, où il y avait un crossover entre Spider-Man et X-Men. Et, c'était, il y a eu plusieurs séries produites par Fox Kids à l'époque qui étaient un peu dans le même univers. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils reprennent ça. Et moi, je ne serais pas étonné qu'ils annoncent Spider-Man, le Spider-Man des années 90, une suite à ce Spider-Man-là, quoi. Ils veulent faire leur Bruce Timmverse du MCU. Bah écoute, si c'est à la hauteur de X-Men 97, pour l'instant, moi j'ai vu 2 épisodes. Je suis très chaud s'il continue. Parce que la série vient de sortir, alors on parle. Enfin, les 2 premiers épisodes. Yes. Et Brandon Winderbaum, encore une fois, lui, il a parlé de ce qu'on avait parlé, donc Beau de Mayo qui s'est fait virer. Et en gros, lui, il dit que c'est pas vraiment un licenciement, mais que c'est plutôt que les 2 parties se sont mis d'accord, quoi. Ouais, je suis pas sûr de cette info, moi, pour le coup. Parce que, on va pas se mentir, il a été viré extrêmement vite, et en plus au moment de la sortie de la série. Après, il y a des rumeurs qui disent qu'il était insupportable sur le tournage, sur les plateaux et tout, et donc c'est pour ça qu'il a été viré. Moi, je pense que c'est potentiellement ça, parce que c'est trop bizarre la manière dont il a été viré, quoi. Ouais, ils ont peut-être eu beaucoup de plaintes, tu sais, des gens qui travaillent là-bas et qui faisaient de l'animation ou quoi, et qu'il était peut-être trop sévère, enfin pas sévère, mais peut-être harcèlement moral, quoi, ce genre de choses. Donc, ouais. En tout cas, il était difficile, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que c'est quelque chose de ce genre, parce qu'il l'aurait pas viré comme ça. En plus, c'était à 2 jours de la première, je crois. Donc, de la première pour la presse, quoi. Et ouais, de toute façon, on avait dit qu'il y aurait sûrement quelque chose derrière. Je sais pas si on saura un jour plus, mais bon, tant pis. Après, il est crédité, pour avoir vu les épisodes, il est crédité, au générique et tout. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il fera pas la saison 3, quoi. Ouais, là, je pense qu'il a grillé des cartes avec eux, là. Alors, Marvel Studios a déclaré vouloir prendre moins de risques et se focus entre guillemets sur des hits garantis, donc des grosses franchises ou des trucs qui sont sûrs de marcher au niveau des films Marvel, et donc que les films genre Captain Marvel 3 et Ant-Man 4 ne devraient pas être faits, et Eternals 2 du coup a été annoncé, qui était potentiellement en développement, serait mis en pause, du coup serait plus vraiment en développement actuellement. Donc c'est suite au dernier flop des films Marvel, je pense qu'ils sont en train de réarranger un peu tout ça. Et les films qui pensent qu'ils vont pas faire d'entrée, ou en tout cas pour eux vont pas cartonner, ils les mettent sur le côté, pour le coup. Qu'est-ce qu'on en pense, Istin ? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas vraiment. De toute façon, Iger l'avait dit, qualité plutôt que quantité, machin. Et en gros, il fait ce qu'il fait avec Pixar, avec Disney. Là, ils vont se concentrer sur les grosses franchises. Et les trucs qui n'ont pas eu des très bons scores, box-office ou critiques, ça va être mis de côté, quoi. Donc ça m'étonne pas vraiment. Ouais, toi t'aimais bien, par contre, Eternals. Ouais, ça te... Après, je pense pas qu'ils vont laisser l'histoire là. Enfin, les personnages, ils vont bien les reprendre à un moment, même si c'est pas un Eternals 2. Ils vont peut-être les mettre dans un autre film d'équipe, ou je sais pas. Mais à voir. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Mais oui, moi j'aurais bien aimé un Eternals 2 avec le Chloé Zhao qui revient, mais je crois que c'est mort. Parce que les critiques ont été assassines. C'est peut-être le film MCU le plus mal noté, je crois, sur Rotten Tomatoes. Eternals ? Non, tu veux dire ? Ouais, oui. Mais c'était pas vraiment mérité pour le coup. Mais... Non, c'était pas mérité, mais bon, on avait dit que, d'après un livre là, que Kevin Feige il regarde le Rotten Tomatoes, c'est comme ça qu'il voit un peu qu'est-ce qui plaît ou pas, quoi. Et voilà, Eternals a un très mauvais Rotten Tomatoes. Donc bon. Enfin, Eternals le premier. Donc voilà, et puis ils vont sûrement se concentrer plus sur les Avengers, sur les trucs. Là, Deadpool, c'est ultra attendu. Je pense qu'ils vont essayer de faire que chaque film soit vraiment un événement, en fait, et qu'il soit très attendu, quoi. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire.
Ok, on va passer à la dernière info, Marvel, avant de passer à la news what the fuck, Ista. Oui, eh bien, c'est Brad Williamson qui a dit ça. Il a confirmé qu'il y avait bien un projet Nova, donc un film sur le personnage de Nova. Enfin, pas un film, un projet sur le personnage de Nova qui est en développement. Ouais, donc un Nova, c'est un personnage qui est un perso de SF, quoi, on va dire. Donc, Ouais, c'est le côté cosmique de Marvel. Ouais, c'est un peu le Green Lantern de Marvel. Complètement, ouais. Voilà, il protège des univers, pas des univers, c'est peut-être un peu gros, des secteurs, je sais pas. En tout cas, il protège le cosmos. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un protecteur de l'espace, voilà, entre guillemets, qui a des pouvoirs de voler, de cosmique, tout ça. Et ouais, du coup, ce serait encore un film qui se passerait en dehors de la Terre potentiellement. Enfin, on espère quand même qu'il ne fasse pas comme Captain Marvel le premier, où c'est Captain Marvel, mais bon, ça se passe sur Terre la plupart du temps. Oui, Thor, c'était ça aussi. Thor, oui, c'est vrai, c'était ça aussi, ouais. Mais c'est pas forcément un film, par contre. C'est un projet Nova. Et d'ailleurs, dans la vidéo de l'interview, à la fin, il dit Nova Show, quoi. Parce que lui, c'est le mec de la télé, c'est pas Winner Bob. Donc, je sais pas. Je sais pas si ce serait... Parce qu'après, on alterne des fois, on entend parler qu'il y a eu des séries qui finissent par transformer en film. Il y a eu Armor Wars, qui était à la base une série, annoncée comme une série et qui sera un film. Donc je sais pas, je pense qu'il tâtonne dessus là. Il a dit qu'il a parlé de early development, donc début du développement, quoi. Et on verra où ça va. Mais moi, je suis chaud pour le personnage, j'aime beaucoup le perso, donc j'ai bien envie de le voir dans l'MCU, quoi. Moi, je l'avais vu dans une série d'animation Spider-Man. Voilà, il était sympa. Ultimate, non? Ouais, je crois que c'était Ultimate. Oui. Lui, il est avec eux dans l'équipe, ouais. Et avant de passer à la chronique post-office, on va passer à la news what the fuck de la semaine. Alors, les réalisateurs, les producteurs derrière le film Winnie l'ourson Blood and Honey, donc le film nul de Winnie l'ourson en version horreur, qui était pas très bien noté, et qui avait l'air bien nul. Et ils vont faire un Pooniverse, un Winnie l'ourson universe avec Winnie l'ourson, Bambi, la fée clochette, Pinocchio, Peter Pan, enfin plein de personnages qui sont souvent affiliés à Disney, ce genre de choses, pour les faire en film d'horreur nul, du coup. Ouais. Et du coup, ça ferait le Twisted Childhood Cinematic Universe. Et ouais, c'est pas une blague, c'est vraiment un truc, donc avec les deux Winnie l'ourson, Blood and Honey, Bambi The Reckoning, Peter Pan Neverland Nightmare et Pinocchio Unstrung. Ouais, voilà, donc ils sont tout un univers de films d'horreur qui twistent un peu les films pour enfants d'animation Disney. Voilà, c'était la news what the fuck de la semaine. Je ne regarderai pas cette merde. J'aime bien les univers partagés, mais faut pas déconner. Voilà, mais c'était assez drôle pour le coup. Moi, ça me donne un peu envie. Voilà. Ah mais c'est rigolo, quoi. Non, en fait, c'est rigolo juste de le dire, mais après, à voir, je pense que ça doit être un enfer. Tu crois? Ouais, je sais pas. Déjà, les Winnie l'ourson, là, apparemment, c'était le premier, films, là. Ah, il paraît que c'est vraiment pas bon. Donc, les films fauchés, là, enfin, bref. Ouais, mais celui où ils assemblent tout le monde, la Pooniverse Monster Ensemble, j'ai presque envie de le voir pour la science, tu vois. Moi, je regarderai la bande-annonce, quoi, mais c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a des bandes-annonces, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à la chronique box-office avant de se quitter. On a une petite info qui est pas vraiment box-office, mais voilà, on voulait en parler. C'est qu'il y a eu un sondage aux États-Unis. C'est que 2/3 des adultes préfèrent regarder leurs films en streaming plutôt qu'au cinéma. Et c'est dramatique. Mais ça m'étonne pas, parce que aux États-Unis, de toute façon, tout est fait pour qu'ils restent à la maison. Donc voilà. Et le prix du ticket là-bas, c'est une dinguerie. C'est plus cher que nous. Ouais. Bien plus cher que nous. C'est 2 fois notre ticket à nous, notre ticket moyen. Et surtout que eux, ils ont la culture de manger dans le cinéma. Bon, nous aussi un peu, mais eux, c'est vraiment abusé. Ils ont la culture de venir en famille en plus. Donc voilà, ça leur revient très très cher. Et voilà, eux, de toute façon, les Américains, ils aiment bien prendre à emporter pour manger chez eux. Enfin, tu sais, ils ont un peu cette culture du rester chez soi. Oui, c'est vrai. Voilà, mais moi, je trouve ça un peu triste, ces sondages. C'est vrai que c'est triste, ouais. Bon, écoute, mais ça m'étonne pas vraiment. Je pensais quand il y avait eu le Troll 3, je crois. Non, c'était le 3. Je sais plus, il y avait... ou le 2, je sais plus, mais il y avait un film Troll qui avait cartonné pendant le Covid, là. Et c'était de la VOD, et je crois que c'était genre en streaming, plus de l'acheter de la VOD. C'était super cher, mais ça a cartonné, quoi. Donc, ça m'étonne pas vraiment. Aux États-Unis, ils adorent ça. Regarder des films à la maison, quoi, en tout cas. Donc... Après, moi, j'avoue que des fois aussi, j'ai un peu la flemme, et je regarde des trucs à la maison, quoi. Mais... Alors, Madame Web a fini
voilà, a fini son run. Et ce film a fini son run en dessous des 100 millions de dollars sur le box-office mondial et il n'a fait que 97,5 millions de dollars. À côté, Morbius, c'est un énorme carton à côté de ce film parce qu'il a fait 160 millions de dollars. Donc c'est grave quoi. Ouais, bah après ça nous étonne pas, mais ouais, c'est vrai que là, pire que Morbius, c'est vraiment violent, quoi. Ouais. C'est vraiment violent, tout ça veut dire que c'est peut-être un des films de super-héros qui a rapporté le moins au box-office depuis je sais pas combien de temps, en fait. Hein. Parce que si le truc a atteint même pas les 100 millions, je me souviens pas quand c'est la dernière fois qu'un film de super-héros à ce prix-là, en tout cas, a pas atteint les 100 millions, quoi. Donc, Ouais, je crois que ça n'a jamais arrivé. Hein. Ou alors peut-être dans les années 2000, quoi, sur Electra ou ce genre de truc. Mais... Ouais, en tout cas, ça fait très longtemps. Donc, ouais, c'est très très chaud, là. La Sony, il est temps d'arrêter cet univers. Enfin, on l'a dit 50 fois, mais voilà, quoi. Voilà, arrêtez ça, s'il vous plaît, merci. Alors, on va parler du box-office, et on commence par le box-office américain. Petite semaine, cette semaine, puisque, on a fait moins que les 2 dernières semaines au niveau du box-office américain. En même temps, il y avait la sortie de Dune, Kung Fu Panda, donc ça avait mis un bon coup de fouet au box-office. Là, ça redescend un peu. À la 5e place, on retrouve Cabrini, qui perd une place pour cette 2e semaine, et qui a rapporté 2,8 millions de dollars au box-office américain, et elle est sur un total de 13 millions de dollars. Ouais, en 4e, qui perd une place aussi, c'est Imaginary pour sa 2e semaine, qui a gagné 5 millions de dollars et pour un cumul de 19 millions de dollars. Ce qui est pas dégueu, je crois, parce qu'il doit pas avoir un... Oui, après c'est les productions Blumhouse, donc ça doit pas coûter bien cher. Après bon, je sais pas combien il a coûté celui-là, et franchement ça a pas l'air fou. Ensuite on a la nouvelle entrée, c'est Arthur the King. À la 3e place, c'est le film avec Mark Wahlberg et un chien, qui a rapporté 7,6 millions de dollars pour Marky Mark. En 2e, on a Dune qui maintient sa 2e place et qui a fait 28 millions de dollars pour un cumul de 204 millions de dollars aux États-Unis. Et il me semble que là, il a passé les 500 millions mondial. Ouais. Donc énorme carton pour Dune 2 qui va passer les 700 millions sûrs et qui pourrait, on va voir s'il peut peut-être choper le milliard, je sais pas, mais... Ça va être tout compliqué, je crois, le milliard, mais il peut s'y approcher. Voilà. Moi, j'ai parié entre 800 et 900. On verra bien où est-ce qu'il se situe, mais il reste quand même fort au box-office. Et à la 1re place, on retrouve Kung Fu Panda 4, qui a rapporté 30 millions pour sa 2e semaine, et qui a un cumul de 107 millions de dollars aux États-Unis. Donc c'est déjà un carton, le Kung Fu Panda 4, puisque il a déjà rapporté plus que sa production aux États-Unis, et dans le monde, il a rapporté 176 millions de dollars, donc il s'est déjà quasiment remboursé, enfin presque remboursé sur 2 semaines aux États-Unis, donc ça va, le film est tranquille. Oui. Il va pouvoir elle est complètement tranquille. Il y a les estimations qui disent qu'il finirait dans les 600 millions. Ouais. Donc s'il a un film qui a 85 millions de budget et fait 600 millions, c'est énorme. Hein. Donc, ce serait un des énormes cartons de l'année, je pense, hein, clairement. Au niveau rentabilité, en tout cas, clairement, Kung Fu Panda 4, c'est étonnant parce qu'on n'était pas sûr, parce que le 3, il date de 2016, je crois, ça fait un moment. Mais le 4, ça va peut-être être un des plus grands succès de la franchise, faut voir, mais peut-être pas le plus gros, mais en tout cas, il est bien placé, quoi. Ensuite, on va passer au box-office français. À la 5e place, on retrouve Maison de retraite 2 qui garde sa place et qui a fait 72 000 entrées cette semaine pour un total de 1,3 million de entrées pour Kev Adams et Jean Reno à la maison de retraite. En 4e, on a Heureux Gagnant, donc ça c'est une nouvelle entrée, donc c'est sa première semaine, il fait 115 000 entrées. Voilà. Ouais, c'est la comédie à sketch. Avec, oui, c'est ça. Avec Fabrice Eboué et c'est Alexandre Lamy. Je l'ai vu, c'est assez drôle, c'est sympathique. Ensuite, à la 3e place, il y a le film Il reste encore demain, qui a fait sa nouvelle entrée la semaine dernière, du coup, qui a fait 117 000 entrées pour sa première semaine. En 2e, on a Une vie qui est toujours à la 2e place, qui ne le sent pas pour sa 4e semaine, et il a fait 139 000 entrées. Il est à plus d'1 million d'entrées, 1 172 000. Donc c'est énorme. Hein. On ne pensait pas que ce film ferait ces chiffres-là, mais c'est un énorme succès hein, pour ce petit film avec Anthony Cairns. Et ensuite, en haut du trône, tout seul, il reste Dune partie 2, toujours premier pour sa 3e semaine, 480 000 entrées. Donc voilà, il est au-dessus de tous les autres, 24% de part de marché. Et pour un total de 2,8 millions d'entrées. Les 4 millions d'entrées vont être dépassées apparemment. Et voilà, ouais. Gros carton, encore une fois. Et pour moi, je suis sûr qu'il sera dans le top 5 des films de l'année. Ouais, il y a 100% sûr.
Et voilà, et bah c'est fini pour cette semaine, Ista. Bah ouais, écoute, on a fait le tour. Et bah on va vous souhaiter une bonne fin de semaine et on se retrouve très rapidement pour la critique de la semaine mardi prochain. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le pouce en l'air, à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et ciao, à la prochaine. À plus.